Lundi 11 novembre, nous sommes ravis de vous retrouver en ce début de semaine sur RTI 1. Bienvenue à tous. Les travaux de l'ouverture de l'embouchure du fleuve Comoé ont été lancés ce lundi. Ils vont durer 22 mois pour un coût de 21,7 milliards de francs CFA. Ces travaux vont permettre à terme de rétablir les échanges entre la lagune Ébrié et l'océan Atlantique afin d'éviter les inondations comme récemment dans la ville historique. 150 milliards de francs CFA pour financer des équipements en vue de la reconstruction du pont et l'exploitation du parc industriel d'Akoupé-Zedji. Le groupe Afreximbank a signé avec l'État de Côte d'Ivoire un accord pour financer le projet en vue d'attirer des investissements privés dans cette zone du pays. Les établissements scolaires de la région du Lodjibois viennent de recevoir 6 000 tables-bancs dans le cadre du volet éducation du programme social du gouvernement. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier a donné le coup d'envoi de ce volet du programme. Et puis au Mali, c'est l'heure des sanctions après la diffusion d'une vidéo tournée dans la nuit de mercredi à jeudi dernier à l'aéroport de la capitale. On peut y voir des boxes d'enregistrement et de contrôle totalement vides à l'heure où des passagers débarquent. Merci de nous suivre. Bonsoir à tous. Direction la ville historique de Grand Bassam pour le lancement des travaux de l'ouverture de l'embouchure du fleuve Comoé. L'obstruction de l'ouvrage est la cause principale des récentes inondations à Grand Bassam. Les travaux vont durer 22 mois pour un coût de 21,7 milliards de francs CFA. Mama Traoré. Ces coups de pioche étaient prévus pour janvier 2020, mais le sinistre causé par les inondations à Grand Bassam le mois dernier a poussé le gouvernement à agir plus tôt que prévu. Voici enfin lancés les travaux qui vont ouvrir l'embouchure du fleuve Comoé. L'ouverture de l'embouchure a été annoncée depuis de nombreuses années. De nombreuses annonces ont été faites. Hélas, les circonstances des différentes époques n'ont pas permis leur matérialisation, au point de susciter des railleries chez nos populations lorsque ce sujet était évoqué. Et ce 11 novembre 2019, notre longue attente trouve une issue heureuse. L'embouchure du fleuve Comoé est l'exutoire naturel de la lagune Ébrié vers l'océan Atlantique. Ce canal situé au niveau de la ville de Grand Bassam s'est vu obstrué ces dernières années par une importante quantité de sédiments, provoquant des crues du fleuve Comoé en cas de forte pluie. Les travaux visant à ouvrir l'embouchure vont durer 22 mois pour un coût global de 21,7 milliards de francs CFA, financé par la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique. Il s'agit de réaliser des ouvrages de calibrage et des digues protégées par des blocs artificiels. Ces travaux d'ouverture de l'embouchure du fleuve Comoé permettront d'améliorer le renouvellement de l'eau de la lagune Ébrié en favorisant l'échange entre la mer et la lagune. Ils permettront également d'évacuer les apports du fleuve Comoé vers la mer lors des crues. Mais ce qu'il faut signaler, c'est que ces travaux permettront de reconstituer la biodiversité du fleuve. Un début de soulagement pour Grand Bassam et surtout pour l'un de ses fils, le vice-président de la République, acteur majeur du lancement des travaux d'ouverture de l'embouchure du fleuve Comoé. Pour Daniel Cablan-Duncan, cette cité balnéaire est à l'aube de son redécollage économique. C'est peu dire que d'affirmer que l'embouchure est un catalyseur important de l'avenir économique, touristique, culturel et humain de Grand Bassam. Avec le phare, l'embouchure est inscrite dans l'ADN de Grand Bassam. Et aujourd'hui, Grand Bassam prend rendez-vous avec son renouveau touristique et culturel, mais aussi avec son développement économique, social et culturel à travers la restauration de son patrimoine historique dans le cadre de la valorisation de ses acquis et de son potentiel. C'est pourquoi tous les élus, tous les cadres et les populations de Bassam et de l'ensemble du Sud Comoé, et je vois même au-delà, avec nos frères de l'AME, je le sais, sont particulièrement reconnaissants au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour sa très grande sollicitude à leur endroit. Le projet d'ouverture de l'embouchure du fleuve Comoé à Grand Bassam constitue l'une des étapes de la seconde phase du vaste projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody et de la lagune Ébrié.
Un projet fruit de la coopération ivoiro-marocaine. Nous vous proposons de suivre maintenant quelques réactions après le lancement de ces travaux d'envergure qui vont donner une nouvelle dimension à Grand Bassam. Pour la population, pour les élus, c'est un nouveau soulagement. Nous pensons que d'ici 22 mois, ce sera un oubli. Ça faisait partie de l'histoire de Bassam. Il y a eu une Dacha Bassam, mais plus jamais une Dacha Bassam. Depuis un certain nombre d'années, nous souffrons de cet engouement de l'embouchure. Alors je remercie le président de la République et les membres du gouvernement qui ont œuvré pour ouvrir l'embouchure, qui permettra à nous, les riverains, de se nourrir en ressources halieutiques et autres choses. Et la navigation aussi. Alors je prie bon Dieu que les travaux se fassent pour le bien-être de toute la population de Grand Bassam. C'est un soulagement pour nous, surtout pour le Sud Comoé, et en particulier pour Bassam. Donc on est tous contents pour la promesse tenue par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Il y a un temps pour toute chose et ce temps-là appartient aujourd'hui à son Excellence le président Alassane Ouattara. Car ayant pris la mesure, ayant pris la gravité de la situation, c'est lui qui nous permet d'avoir l'ouverture de l'embouchure du fleuve Comoé. Je voudrais donc, en tant qu'élu du Sud Comoé, lui adresser toute notre gratitude, la gratitude de la population pour avoir posé cet acte qui non seulement va sauver la vie humaine, mais va engager fondamentalement Grand Bassam dans un avenir de développement durable. On quitte Grand Bassam pour la région de l'Agné-Bitsiassa à plus de 100 km. Là aussi, des inondations ont fait des dégâts. Les victimes d'Agboville et d'Adzopé ont reçu du gouvernement ivoirien des vivres et non-vivres estimés à environ 19 millions de francs CFA. Serge Collier. 249 familles sinistrées à Adzopé et à Agboville. Pour apporter soutien et réconfort à ces victimes, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly ont dépêché une délégation du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Représentant la ministre Mariatou Kone, le directeur de cabinet Abdoulaye Bamba s'est d'abord rendu à la Maison de la Culture d'Adzopé. Ici, des vivres et non-vivres d'une valeur de 4 500 000 francs CFA ont été distribués à 49 familles touchées. Ces familles ont exprimé leur gratitude. À Agboville, 200 familles ont reçu environ 14 millions de dons. Au total, 18 500 000 francs CFA de vivres et non-vivres distribués. Chaque fois que des populations sont sinistrées, Madame le ministre de la Solidarité, de la Cohésion et de la lutte contre la pauvreté, sur instruction donc du président de la République et du chef du gouvernement, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, se fait fort d'aller immédiatement vers ces populations pour leur porter la compassion de l'État de Côte d'Ivoire. Mais en plus de la compassion, ce que le gouvernement souhaite, c'est que les populations qui sont dans des zones à risque puissent quitter ces zones à risque. Car la météo prévoit encore, et nous le constatons tous, des pluies diluviennes en ce plein mois de novembre. Le préfet de région, préfet du département d'Agboville, André Ekono Assoumou, s'engage à poursuivre la sensibilisation pour éviter d'autres sinistres. Un peu plus au nord, à Yamoussoukro, ce matin, les sénateurs ont adopté la proposition d'ordre du jour pour les travaux au cours de la session ordinaire de l'année 2019 du Sénat. La session a été présidée par la première vice-présidente. Le reportage de Kwadio Kwame. 98 sénateurs sur 99 ont pris part à cette session ordinaire portant proposition d'ordre du jour des travaux du Sénat. 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette session. Adoption du procès-verbal sommaire de la séance précédente, approbation de la proposition d'ordre du jour des travaux du Sénat pour la période du 11 novembre au 19 décembre 2019. C'était très important pour nous parce que c'était pour adopter notre calendrier de travail qui part du 11 novembre au 19 décembre. Il y a au moins 12, sinon plus. Les plus saillants, c'est le budget de Côte d'Ivoire que nous allons traiter dans quelques jours, entre le 11 et le 19 décembre.
En information générale, le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, représente le président de la République au Forum de Paris sur la paix. En économie, un accord de 150 milliards de nos francs a été signé entre l'État de Côte d'Ivoire et le groupe Afreximbank. Ce montant va servir à financer des équipements de pointe pour la construction et l'exploitation du parc industriel d'Akoupé-Zodji dans le sud de la Côte d'Ivoire. Lansine Bakayeko. Cet accord de développement du parc industriel signé avec Afreximbank sous forme de partenariat public-privé porte sur l'aménagement de 113 hectares additionnels à la zone industrielle d'Akoupé-Zodji. Ces travaux d'aménagement concernent la construction d'infrastructures de base, des bâtiments commerciaux ainsi que des hangars. Coût prévisionnel de l'investissement, 180 milliards de francs CFA. Ce projet sera un modèle unique où Afreximbank certainement va faire la conception, l'aménagement, va travailler au niveau du marketing international pour y attirer, comme on dit, des grands joueurs internationaux qui vont travailler sur ce site. Mais l'État de Côte d'Ivoire sera juste à côté pour apporter tout son soutien au succès de ce projet avec la mise en œuvre des différentes mesures d'attractivité, des différentes mesures fiscales que nous mettons à la disposition de tous les opérateurs qui viendront sur ce site. Pour le gouvernement, il s'agit surtout de poursuivre la dynamique d'élargissement des infrastructures industrielles afin de mettre à la disposition des opérateurs économiques des plateformes capables de faciliter l'exercice de leurs activités dans les meilleures conditions. Un pas important dans la compétition ouverte dans le cadre de la zone de libre-échange africaine. Dans la mesure où les marchés africains sont ouverts pour les produits africains, en relation avec l'accord de libre-échange économique, nous voulons nous assurer que l'Afrique, en particulier la Côte d'Ivoire, dispose de produits suffisants pour le commerce. La prochaine étape, c'est la signature du contrat de concession prévu courant 2020. Avec une capacité d'accueil de 60 entreprises, le parc industriel de PK24 qui va être construit favorisera la création de 10 000 emplois. On s'intéresse à cette visite de travail du ministre du Budget et du portefeuille de l'État aux membres de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI. Moussa Sanogo a présenté au patronat ivoirien les principales réformes engagées par l'État afin d'améliorer le climat fiscal des affaires et le rendre plus attractif. Jean-Luc Bangbo. C'est à un véritable dialogue direct que se sont livrés le ministre du Budget et du portefeuille de l'État et les chefs d'entreprises privées exerçant en Côte d'Ivoire. Principal sujet à l'ordre du jour, les réformes fiscales et douanières et leur impact sur l'environnement des affaires. Nous avons évoqué le ressenti du secteur privé d'une trop grande concentration du contrôle fiscal sur un tissu bien limité d'entreprises. Donc, quand on dit ça, on touche à tout le problème de l'élargissement de l'assiette fiscale dans notre pays d'une manière générale. Le ministre a indiqué que le gouvernement a fait de l'amélioration de l'environnement fiscal des affaires une de ses priorités. Depuis 2012, des réformes ont été engagées, l'objectif étant de figurer dans le top 50 des meilleures économies dans le monde. Le gouvernement déploie beaucoup d'efforts pour faire en sorte que le secteur privé travaille dans les meilleures conditions et que des investisseurs privés également viennent s'installer en Côte d'Ivoire. Donc il est quand même bon de temps en temps qu'on puisse s'assurer que dans les méthodes de travail de l'administration, le nécessaire est fait pour que effectivement ces entités-là puissent travailler dans les meilleures conditions. Moussa Sanogo a surtout rassuré les patrons sur les mesures à venir qui renforceront encore plus la protection de l'environnement fiscal des affaires. Il s'agit entre autres de la poursuite de la digitalisation, de l'amélioration du dispositif fiscal et de la poursuite de la modernisation de l'administration douanière. L'agence foncière rurale a reçu la visite de son ministre de tutelle. Kobenan Kwasi Adjoumani a échangé avec les responsables de l'AFOR sur des questions sensibles et stratégiques. Noël Niagno nous en fait le point. Quelle contribution des jeunes cadres RHDP pour la victoire aux élections de 2020? C'est autour de ce thème que s'est tenue la rencontre du RJC-RHDP, le réseau des jeunes cadres du RHDP avec ses membres. Selon son président, le dit mouvement a pour mission de promouvoir les réalisations du président de la République Alassane Ouattara et soutenir l'action gouvernementale. Nous allons former tous nos militants, leur donner des outils pour s'adresser
aux populations et puis contribuer efficacement de manière complémentaire aux travaux du RHDP pour que effectivement tous nos candidats aux élections prochaines se sentent soutenus par le RJC-RHDP. Une démarche bien appréciée par le parrain de la cérémonie qui a exprimé sa reconnaissance au chef de l'État Alassane Ouattara, ce pour ses œuvres de développement. Depuis le début, le président Ouattara a dit, et c'est que nous épousons, le vivre ensemble. Et vivre ensemble fait montre d'élévation et fait montre des grandes cultures comme lui-même il le fait. Nous sommes condamnés à multiplier cela, à faire comprendre les gens, afin de préserver déjà les acquis qui sont là et améliorer davantage. Selon le président du réseau des jeunes cadres RHDP, le mouvement compte plus de 8000 membres. Il couvre 70% du territoire national et compte investir l'intérieur du pays pour permettre à d'autres jeunes d'adhérer aux idéaux du RHDP. Merci Abou Sanogo pour cette rencontre de mobilisation du RJC-RHDP, réseau des jeunes cadres. La première édition de la Semaine nationale de la ville dans la commune de Tiasalé est terminée. Cette édition a été placée sous le thème « Innovation, facteur d'un développement durable ». La commune de Tiasalé a remporté le 3e prix d'excellence de la lutte contre le désordre urbain. Jean-Marc Diadji. Ambiance d'apothéose à Tiasalé, district des Lagunes. La ville abrite la clôture de la première édition de la Semaine nationale de la ville. Classée 3e, au prix d'excellence de cette semaine inédite, la mairie de Tiasalé, par son premier magistrat, a rappelé ses actions entreprises pour l'assainissement de la cité. Nous avons débarrassé la ville des 24 points de dépôt sauvage d'ordures ménagères qui l'avaient envahi. Nous avons créé la première décharge municipale provisoire de la ville, éloignée des zones d'habitation. La commune de Tiasalé dispose, comme à Abidjan, de véhicules destinés au ramassage et au convoyage des ordures ménagères. Le ministre de la Ville, François Amichia, s'est engagé en présence des autorités administratives de la région à développer le civisme urbain en Côte d'Ivoire. Planting d'arbres, ravalement de façades, pose de première pierre au menu de cette cérémonie. Le ministère de la Ville a voulu encourager non seulement le conseil municipal de Tiasalé, mais également toutes les autres communes de Côte d'Ivoire, car nos communes doivent être des communes vertes, et d'où l'opération Planting d'arbres. Des villes avec des entrées majestueuses. Nous avons posé l'acte de ravalement du pont. La commune de Koumassi est la première lauréate dans la catégorie de la lutte contre le désordre urbain de l'édition 2019 de la Semaine nationale de la ville, initiée par le ministère de la Ville. Le programme social du gouvernement continue de se déployer, notamment dans le secteur éducation. Après le recrutement de 10 300 enseignants pour résorber le déficit, cap sur l'amélioration des conditions d'apprentissage par l'équipement des établissements scolaires. Environ 6 000 tables bancs ont été octroyés aux écoles de la région du Lodjibois. Léon Brou. Lycée 3 de Divo, des élèves à 3 voire 4 par table banc. Pas aberrant, c'est l'illustration de la vétusté et du déficit de cet équipement didactique, soulignent les acteurs du système éducatif pour qui les conditions d'apprentissage s'en trouvent difficiles. Conditions que l'État entend améliorer avec ces nouveaux tables bancs, 5 565 pour toute la direction régionale de l'éducation nationale du Lodjibois, dont 1130 pour le département de Divo, 650 pour la Kota, 225 remis à la sous-préfecture de Yokoboué. Dans ces localités, comme à Iré, les efforts sans cesse consentis par le gouvernement en faveur de l'école sont rappelés. De 2012 à 2015, il y a 575 000 tables bancs qui ont été acquis et distribués aux écoles. L'État a pu acquérir sur 2019-2020 517 000 tables bancs. C'est une partie des 110 000 tables bancs qui est distribuée. À l'échelle nationale, l'équipement des écoles porte sur 110 000 tables bancs pour plus de 6 600 millions de francs CFA. L'action s'inscrit au volet éducation du programme social de gouvernement, suffisant donc après le récent recrutement d'enseignants pour redorer l'image de l'école ivoirienne, en appelle le représentant du gouvernement. Nous transformons autour de 35% de notre cacao. Le président veut porter cette transformation à plus de 50%. Nous sommes premiers producteurs d'anacarde. Nous ne transformons qu'environ 10%. On veut porter cette transformation donc à 50%. Ça suppose qu'il faut qu'on ait des Ivoiriens bien formés, compétents,
pour pouvoir donc travailler donc dans ces usines. Ce sont les conseils que nous avons prodigués à nos enfants, d'une part, et aux enseignants d'autre part, de sorte que l'encadrement puisse être correct pour que nous ayons l'Ivoirien nouveau. Sur les 10 300 enseignants récemment recrutés, la Draine du Lot-d'Ivoire reçoit 263 instituteurs et 81 professeurs, un effectif à renforcer avec le déploiement prochain des diplômés des CAFOP et de l'ENS. On reste dans l'éducation avec ces 6 nouvelles salles de classe de l'école primaire de Séman, village à 5 km de Yamsokro. Cet accroissement de la capacité d'accueil de l'école du village met fin au déplacement des écoliers et aux accidents précédemment causés par ces déplacements. Amadou Ouattara. La remise des clés du second bâtiment à l'école primaire publique de Séman dans la commune de Yamoussoukro mobilise apprenants, parents et autorités traditionnelles. Les écoliers des quartiers Djangokro, Kabo et Azokro n'auront plus à traverser la route internationale A3 pour s'instruire. Fini donc l'angoisse liée à l'insécurité causée par les accidents. Cette route a déjà fait plusieurs victimes. Un bâtiment de 6 salles de classe, plus bureau du directeur et des toilettes, c'est une réalisation du maire de Yamoussoukro. Je voudrais à cet instant vous demander d'entretenir l'école, de ne pas laisser se détériorer, d'enlever les mauvaises herbes ici, de faire des fleurs, de faire même un terrain de sport pour nos enfants. Prenons cette habitude-là pour que ici ce soit beau, bien, sécurisant, afin que les enfants aient envie de venir à l'école. Parce que s'il y a la forêt ici, ils auront peur de venir. Après la coupure symbolique du ruban, une visite de nouvelles salles de classe dotées en table-banc a permis aux filles et fils de Séman d'apprécier le bonheur des écoliers du village qui apprennent désormais dans un cadre convenable. Le village de Portio, dans la région de la Bagoué, a désormais l'électricité. Les habitants et les ressortissants du village voient là de nouvelles opportunités en termes de création de richesses et de mieux-être. Le commentaire est signé Amadou Ouattara. Estimées à plus de 2000 âmes, les populations de Portio, dans la région de la Bagoué, désormais bénéficient des avantages de l'électrification. On vivait dans le noir. Je n'avais pas de poste téléviseur ni de congélateur. C'est un mauvais souvenir et je suis fier de notre président de la République. Désormais, je veux boire de l'eau glacée. Les accouchements étaient très difficiles. Souvent, même avec le panneau, la femme vient, en commençant l'accouchement, c'est éteint. Vraiment, ça nous fatiguait. Aujourd'hui, là, moi, je suis vraiment très contente. Pour Portio, c'est un pas vers le développement qui intervient environ 60 années après la cession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré, fils de Portio, a exprimé la gratitude de la population au président de la République et au Premier ministre. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de dire merci au président Alassane Ouattara. Merci au Premier ministre Amadou Bon Coulibaly. Dites-leur que nous, ici à Portio, puisque tout le monde ailleurs apprécions à sa juste valeur les actions de développement qui ont été menées dans nos localités. En plus de la lumière, Portio bénéficie grâce au programme social du gouvernement d'une école de 9 salles de classe, de 15 km de routes reprofilées et d'un centre de santé. Au nom du Premier ministre Amadou Bon Coulibaly, parrain de cette fête de la lumière, la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, ne manque pas de rappeler que ces actions visent à fournir des services de proximité et améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Le président ainsi que le Premier ministre ont décidé de se donner comme mission faire le bonheur des Ivoiriens. Et ce bonheur, il doit être partagé à l'ensemble des Ivoiriens, à chacun des Ivoiriens. La joie d'avoir une école qui est partie de 3 classes de 1960 à 1980 à 9 classes depuis 2012. Il a été construit un dispensaire. La voie de Blességué jusqu'à Portio a été totalement réhabilitée.
les kits scolaires sont offerts. Donc tout cela, ce sont des actions de développement. Les populations ont laissé entrevoir leur joie. Direction Kelenjan, à une dizaine de kilomètres de Samatigila, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Les fidèles musulmans se sont retrouvés pour célébrer la naissance du prophète de l'islam. Une occasion pour les guides religieux et cadres de prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Isaïo. Kelenjan, localité située à 15 km de Samatigila, lieu de prière, de recueillement et de pèlerinage pour les fidèles musulmans lors de la fête de Mawlud, jour anniversaire de la naissance du prophète Mahomet. Dieu même a recommandé à faire salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lui-même il dit que quand tu fais salat une fois sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui fait 10 fois sur toi. Je viens d'Abidjan pour venir prendre les bénédictions à Kelenjan. C'est très important pour tout le monde. Venus nombreux de partout, les fidèles musulmans reçoivent les bénédictions du cheikh Bouaké Samassi. Mais avant Kelenjan, les cadres marquent une halte à Kimrila Sud et Samatigila. Le ministre Gaussou Touré, président du comité d'organisation du Mawlud dans le district du Denguélé, et plusieurs autres cadres saluent les actions du président de la République dans les régions du Denguélé et du Folon. Il invite les populations à la paix et au pardon. Nous voulons que Kelenjan soit une zone de recueillement pour le monde entier et que les gens se déplacent comme on se déplace ailleurs pour venir en pèlerinage. Les prières qui ont été faites ici pour le président, pour l'ensemble du pays, pour la paix, nous savons que, Inch'Allah, ces prières-là seront exaucées. L'ensemble des cadres unis comme un seul homme pour venir participer à cet événement. On ne peut pas trouver de cohésion plus forte que ce que nous avons aujourd'hui. Et c'est un plaisir, une joie pour tous les fils du district du Denguélé. La nuit, place à une conférence à la grande mosquée d'Odiéné pour édifier les musulmans sur les bienfaits de cette nuit du Mawlud. Une occasion pour les guides religieux et les cadres d'exhorter l'ensemble de la population à mieux pratiquer la religion musulmane et à être des exemples à l'image du prophète Mahomet. Dans l'actualité internationale au Mali, les sanctions tombent après la diffusion d'une vidéo tournée dans la nuit de mercredi à jeudi dernier. On y voit un aéroport totalement vide, des boxes d'enregistrement et de contrôle où il n'y a personne. Aucun policier donc, pas de contrôle à la descente de ce vol en provenance de Brazzaville. Cette absence de contrôle dans un pays fragilisé par la guerre et les attaques terroristes a suscité l'indignation. Les responsables indiquent que des mesures disciplinaires ont été prises à l'encontre de tous les agents en poste ce soir-là. Et la police nationale a rassuré l'opinion en promettant qu'un tel incident ne se reproduira plus. Et puis en Bolivie, le président a annoncé sa démission. Ahmed Traoré et Kolo Koulibaly reviennent sur les circonstances autour de cette démission. Je renonce à mon poste de président, a déclaré ce dimanche à la télévision l'homme âgé de 60 ans et au pouvoir depuis 2006. Le coup d'État a eu lieu, a ajouté à ses côtés le vice-président Alvaro Garcia Linera, qui lui a aussi démissionné. Coup de théâtre donc en Bolivie, le président Evo Morales n'est plus au pouvoir après 3 semaines de fortes protestations contre sa réélection à un 4e mandat. Et alors que l'armée et la police venaient de lui demander de quitter ses fonctions. Dans toutes les villes du pays, ses opposants se sont mis à fêter joyeusement son départ du pouvoir. À La Paz, ce sont des scènes de chaos qui se sont en revanche déclenchées au moment de l'annonce de la démission. L'ambiance s'est vite dégradée et des pillards se sont emparés des rues. Des groupes sont entrés dans des magasins et y ont volé toutes les marchandises. Des maisons d'opposants ont été incendiées, tout comme des installations publiques. Les partisans de l'ex-président sont accusés d'avoir sémé la terreur dans toute la ville et des affrontements très violents ont eu lieu entre 2 camps, anti- et pro-Morales. Ces derniers sont très en colère du départ de leurs dirigeants. La police étant débordée, c'est désormais l'armée qui est dans la rue pour essayer de faire revenir le calme. Allié traditionnel du dirigeant socialiste, Cuba a rapidement réagi à l'annonce de la démission d'Evo Morales. Le président de ce pays condamne le coup d'État
et affiche sa solidarité avec le président Evo Morales, appelant également à la mobilisation pour exiger que soit préservée la vie des peuples indigènes boliviens, victimes du racisme. Et c'est tout pour ces 30 minutes d'information sur RTI 1. Marine Cognon vous donne rendez-vous à 23 h. Bonsoir.